Donc, la conférence d'aujourd'hui a pour titre Récupération et recyclage des ressources de la toilette à l'assiette et votre conférencière d'aujourd'hui va être Madame Céline Vanek-Hott. Euh, Madame Vanek-Hott est professeure agréée et chaire de recherche du Canada en récupération des ressources et d'ingénierie des bioproduits. Ok. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Cassandra, pour l'introduction. Voilà, donc moi, je suis Céline je suis donc professeure agréée au département de génie chimique à l'Université Laval. Et je vais vous parler aujourd'hui justement sur la récupération et le recyclage des ressources de la toilette à l'assiette, comme on peut le voir dans l'image. Donc, c'est une conférence grand public, donc c'est vraiment en fait pour tout le monde accessible. Donc, on va couvrir un peu les bases, disons. Euh, alors, oups, ça marche pas. OK. Donc, le plan de la présentation. Donc, d'abord, je vais présenter un petit peu qui sommes-nous. Donc, l'équipe BioEngine à l'Université Laval. Donc, c'est mon équipe de recherche. Puis, je vais tomber dans l'introduction de la conférence, la stratégie québécoise de gestion des déchets. Je vais parler un peu plus sur la biométhanisation en particulier et je vais couvrir quelques défis actuels et innovations qu'on fait dans l'équipe pour finir avec un message à retenir. Alors, qui sommes-nous? Donc, on est l'équipe de recherche sur l'ingénierie des procédés verts et des bioraffineries à l'Université Laval. Donc, on a une page Facebook et une page LinkedIn si vous voulez nous suivre davantage. Donc, on est actuellement une douzaine de personnes qui travaillent donc dans le domaine de génie environnemental et de récupération et de recyclage des ressources, comme je vais vous présenter un petit peu aujourd'hui. Alors, nos axes de recherche concernent donc la récupération des ressources. Donc, ça concerne plus particulièrement le recyclage des nutriments, la récupération d'énergie et aussi la réutilisation des eaux, toutes à partir de matières résiduelles ou à partir des eaux usées. Alors, plus récemment, en fait, on couvre aussi les micropolluants parce que c'est un grand enjeu. On regarde les virus parce que c'est important si on fait de recyclage, de réutilisation. On travaille avec les municipalités, les industries sur la transition écologique et aussi avec le secteur agricole. Puis, on est aussi actif dans des régions décentralisées, entre autres le Nord, où on regarde en fait des systèmes de traitement des eaux usées autonomes avec aussi un accent sur la récupération des ressources. Alors, nos activités de recherche, donc, ça couvre assez large. Donc, on se concentre sur les technologies environnementales, comme j'ai dit, récupération et recyclage des ressources pour en produire de l'énergie, des produits chimiques biosourcés. On fait de l'expérimentation en laboratoire, aussi à l'échelle pilote et à pleine échelle, donc avec les industries et les municipalités. Mais à côté de ça, on fait aussi la modélisation et l'optimisation des procédés pour en fait les rendre plus verts et durables. Puis, on développe aussi des outils d'aide à la décision pour les industries et pour les municipalités, notamment pour prendre des bonnes décisions dans la transition écologique et donc en tout ce qui concerne en fait l'environnement, la valorisation des matières résiduelles et la valorisation des eaux usées. Alors, voici quelques exemples de transformations qu'on peut aller faire. Donc là, on va en parler beaucoup aujourd'hui, en fait, de biogaz ou gaz naturel renouvelable. Donc, on va en parler un petit peu plus aujourd'hui aussi. Mais on a aussi d'autres produits qu'on peut aller récupérer, par exemple des engrais, comme on voit en bas. Donc, ça peut être liquide, ça peut être plus solide. Donc, on peut aller faire des petites granules qui peuvent remplacer les engrais synthétiques. On peut aller produire des biodétergents puis, on peut aussi donc aller produire en fait aller récupérer en fait des matériaux, des nutriments pour les insérer dans, par exemple, des batteries lithium-ion. Donc, en fait, pour des applications à plus haute valeur. Donc, je vais en parler un petit peu plus dans les innovations tantôt. Alors, notre méthodologie, donc, comme j'ai dit, on regarde à l'échelle laboratoire, mais en même temps, on fait de la modélisation aussi et l'optimisation des procédés par ordinateur. Donc, ça fait des belles synergies. Et puis, l'accent, c'est vraiment sur la qualité des bioproduits parce que si on veut qu'une technologie devienne rentable, donc évidemment, on veut aller valoriser les produits qui vont en sortir.
Et voici donc quelques équipements qu'on a dans notre laboratoire présentement. Donc, c'est assez dynamique. Donc, les constructions, ça va quand même changer avec le temps. Mais là, on travaille présentement beaucoup justement sur la biométhanisation. Donc, on voit ici à droite des réacteurs semi-continus et des réacteurs batch pour évaluer le potentiel méthanogène d'un substrat. On a aussi des réacteurs de compostage et différents réacteurs ou en fait différents setups pour faire la récupération des nutriments. On a des systèmes de suivi à pleine échelle, donc on peut amener nos équipements à pleine échelle pour vraiment faire le suivi sur place de différents paramètres de qualité des eaux ou des rejets. Et puis, on a aussi, par exemple, un granulateur pour aller justement, une fois qu'on a récupéré des ressources, euh, on peut aller granuler les matériaux pour en produire quelque chose qui est utile, par exemple, avec un diamètre spécifique et homogène, puis tout ça. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut regarder chez nous dans le laboratoire. Alors, si on regarde un peu plus le sujet d'aujourd'hui, la récupération et le recyclage des ressources. Donc, je vous demande d'abord qu'est-ce que vous voyez ici? Donc là, on est en ligne, donc c'est peut-être un peu plus difficile, mais ceux qui veulent ouvrir leur micro, vous êtes bienvenus. Puis, je vais vous aider un petit peu, non? Donc, alors, c'est à peu près 426 000 téléphones portables qui sont jetés à chaque jour aujourd'hui. Ça, c'est aux États-Unis seulement. Donc, j'ai trouvé des chiffres des États-Unis. Euh, alors, un autre exemple, qu'est-ce que c'est selon vous? C'est un peu plus facile. Alors, ce sont 60 000 sacs de plastique qui sont jetés toutes les 5 secondes, encore une fois, aux États-Unis. Donc, c'est énorme. Et ceci n'est pas une image. Donc, ce sont à peu près 106 000 canettes d'aluminium qui sont jetées dans les poubelles toutes les 30 secondes et qui sont non recyclées. En fait, ici, on parle de rejet. Ça, c'est seulement aux États-Unis, encore une fois. Donc, qui sont non recyclés, donc soit dans la mauvaise poubelle ou soit simplement jetés. Alors, le résultat, c'est qu'on a une pollution des eaux, on a une pollution de l'air, on a une pollution des sols à cause des excès des nutriments, des métaux, puis tout ça qui sort en fait dans l'environnement. De plus, on a une population qui est encore croissante, puis aussi la demande pour justement des aliments, des nutriments, des métaux. Donc, c'est donc évidemment croissante aussi. Euh, la demande est croissante, mais de l'autre côté, donc on a aussi un épuisement qui est imminent. On sait toutes qu'on a un épuisement, par exemple, des énergies, donc pour le charbon, mais également, en fait, on en entend un peu moins parler, mais c'est en fait plus urgent encore, c'est l'épuisement de certains nutriments, par exemple le phosphore, qui est en train d'épuiser également. Puis, en plus de ça, le phosphore, donc ici au Canada, on est dépendant d'autres pays, donc on va beaucoup importer encore de Maroc, de Chine, qui sont les grands producteurs en fait. Et évidemment, donc si la quantité est en train de diminuer, ça veut dire aussi que la qualité va diminuer avec le temps, puis que ça devient aussi de plus en plus cher pour nous approvisionner, pour importer en fait le phosphore. Donc, c'est une autre problématique. Sinon, on connaît tout aussi donc, la problématique de l'eau, surtout dans les régions plus dans le sud. Donc, on voit des sécheresses qui sont donc très menaçantes également. Donc, il est clair qu'on doit faire quelque chose et la question donc d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut soutenir la population mondiale croissante avec moins de pollution environnementale. Alors, l'économie circulaire, ça peut offrir des solutions. Donc, vous avez probablement déjà entendu parler d'une économie circulaire. Dans une économie linéaire traditionnelle, en fait, on va extraire les ressources, on va faire des produits, puis en fin de vie, on va en fait les jeter, on va le considérer comme un déchet.
Alors, dans une économie circulaire, on ne considère pas de déchets. En fait, on le considère comme une ressource. Donc, en fait, en fin de vie, les ressources vont être recyclées dans la cycle pour, en fait, en produire de nouveaux produits. Et ainsi, on va donc à la fois réduire les rejets, mais aussi réduire l'extraction de ressources naturelles primaires. On peut donc en fait éviter, par exemple, l'importation de certaines ressources. Alors, au Québec, donc, on fait des choses pour justement stimuler cette économie circulaire et on a une stratégie québécoise de gestion des déchets ou encore des matières résiduelles parce que, comme j'ai dit, on évite en fait le mot déchets. C'est ce qu'on appelle la stratégie des 3 RV. Donc, les 3 RV, c'est réduire, réutiliser, recycler et valoriser. Donc, c'est une hiérarchie. En fait, au Québec, on dit que 85% des déchets qu'on jette présentement, donc ça pourrait et ça devrait être réutilisé, recyclé ou valorisé. Donc, en fait, le premier R, c'est réduire. Donc, elle est assez simple. Donc, au lieu d'utiliser, par exemple, des ustensiles en plastique, par exemple, des bouteilles en plastique, donc, on peut utiliser des contenants réutilisables, aussi, donc, des ustensiles réutilisables, puis tout ça. On peut éviter des emballages. Donc, c'est tout ce qui est, donc, en fait, réduire la production de déchets qui serait comme assez facile à faire. Le deuxième R, c'est réutiliser. Donc, on peut souvent donner une deuxième vie à un objet. Donc, par exemple, si on n'en a plus besoin, on peut, par exemple, un vêtement, on peut le donner à quelqu'un d'autre. Ou encore une fois, donc, on peut utiliser des bouteilles réutilisables, des serviettes réutilisables, des batteries réutilisables. Il y a plein de choses, en fait, dans notre quotidien qu'on peut aller, voilà, augmenter la durée de vie. Le troisième R, c'est recycler. Donc, ici, par exemple, donc, on peut aller, en fait, transformer une matière dans une autre matière. Donc, par exemple, des bouteilles en plastique qui peuvent même servir pour produire un chandail en laine. On a, par exemple, des canettes, donc à peu près 67 000, 60, 670 pardon, canettes. Ça peut produire un cadre de vélo. Donc, on peut être créatif là-dedans des bouteilles en verre, donc ça peut se recycler à l'infini. Donc, il y a aussi donc le recyclage, donc le fameux black bac bleu qu'on veut stimuler. Et finalement, on a valorisé. Et valoriser, c'est souvent un peu moins connu. En fait, c'est donc tout ce qui est non recyclable, mais quand même qu'on peut en fait aller récupérer l'énergie. Donc, par exemple, les déchets alimentaires, les bouts de stations d'épuration des eaux usées, donc on peut quand même aller les valoriser, par exemple en faisant le compostage ou encore, par exemple, la biométhanisation. Donc, pour les écoles, pour les universités, donc, par exemple, à peu près 20% du poids des déchets, donc ça pourrait être valorisé parce que c'est constitué de nourriture. Alors, on va se concentrer un peu plus sur justement les matières organiques résiduelles valorisables et ça va nous amener notamment vers la biométhanisation, donc le sujet principal d'aujourd'hui. Donc, alors, on a par exemple les déchets de ménage, donc résidus alimentaires, donc tout ce qui est présentement dans le sac mauve au Québec, donc on peut aller le valoriser. On a les déchets agricoles aussi, par exemple les lisiers, les fumiers, donc les surplus de lisiers aussi. Déchets organiques industriels, donc par exemple tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui vient de la production de vin, des abattoirs, des cantines, des restaurants. On a les gadous de fosses septiques, les déchets de jardin, les bouts d'épuration, puis tout ça. Donc toute matière organique, en fait, on peut aller valoriser. Alors, notamment, les bouts d'épuration, ça peut représenter des grandes quantités il y a justement une priorité au Québec actuellement aussi pour les valoriser. Donc, en fait, c'est quoi les bouts d'épuration? Donc, si on fait un traitement des eaux usées, donc nous, à la maison, donc nos eaux usées ils sont collectionnés, ils vont être guidés, en fait, vers une usine de traitement des eaux usées, où, en fait, on va traiter les eaux, mais en même temps, on va créer ce qu'on appelle une boue. Donc, c'est une résidu qui est comme un peu plus, elle est encore liquide, mais il contient quand même les solides qu'on va aller retirer, en fait, des eaux usées. En anglais, c'est le sludge. En fait, cette boule-là, elle est quand même riche en matière organique, elle est aussi encore riche en nutriments, donc on peut en fait aller la valoriser aussi et les quantités sont quand même assez grandes au Québec présentement.
La réglementation au Québec, en fait, avant, on faisait avec les déchets alimentaires et ces bouts des stations d'épuration des eaux usées. En fait, il allait vers l'incinération ou vers l'enfouissement. Mais il a présentement une politique au Québec. Donc, c'est le programme de traitement de matières organiques par biométhanisation et compostage, donc du ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique, qui ont donc en fait mis en place ce programme pour subventionner les projets de biométhanisation et de compostage. Et tout ça, en fait, c'est dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Donc, on veut en fait diminuer les gaz à effet de serre qui vont venir justement de l'incinération et de l'élimination, donc de l'enfouissement de ces matières organiques. Et on va donc en fait bannir leur incinération et leur enfouissement et à la place donc stimuler la biométhanisation et le compostage. Alors, on voit donc présentement un nombre croissant d'installations au Québec. Donc ici, les petites... Oups, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai poussé sur le mauvais bouton. Désolé. Donc, on voit donc ici les petites cercles en bleu. Donc, c'est les usines de compostage opérationnelles. Le cercle en orange, c'est usine de compostage en développement. Puis, les petits carrés, c'est des usines de biométhanisation, donc soit opérationnelles en bleu et en développement en orange. Donc, à la Ville de Québec, entre autres, donc on a maintenant une usine de biométhanisation qui est opérationnelle depuis cette année. Puis, on a à la Ville de Rimouski, donc c'est assez bien connu pour les bonnes pratiques de compostage. Donc, en fait, les villes, ils font leur choix, donc basé sur de nombreux critères, donc l'espace qui est disponible, la quantité, les différentes matières qui sont disponibles, les terrains qui sont disponibles pour justement valoriser par la suite soit les composts, soit les digestats. Donc, ils vont faire leur choix entre le compostage ou la biométhanisation, donc basé sur différents critères qui sont donc importants de tenir en compte. Alors, la biométhanisation, donc si on regarde un peu plus en détail, donc c'est quoi en fait? Donc, on peut aller transformer ces matières organiques pour en produire en fait ce qu'on appelle du biogaz. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans des réacteurs qui sont fermés. Et dans ces réacteurs, donc en fait, c'est la microbiologie qui va faire le travail. Donc, il y a une fermentation qui va avoir lieu ou encore une dégradation anaérobique. Donc, en fait, c'est un peu la même chose qui se passe dans l'estomac des vaches. Donc, en fait, ils vont faire une fermentation à l'intérieur, puis ils vont produire du méthane. Donc, le biogaz est constitué principalement de méthane donc, on peut dire à peu près 60% de méthane, mais il y a quand même une partie de CO2 aussi en fait, on peut aller séparer du méthane et aller valoriser aussi. Donc, il y a pas mal de recherches présentement aussi sur la valorisation de CO2, mais en fait, le composé principal qu'on cherche, c'est donc le méthane qu'on va pouvoir valoriser de différentes façons, comme je vais vous montrer tantôt. Sinon, le sous-produit qui reste, c'est ce qu'on appelle le digesta. Et ce digesta, en fait, elle est encore riche en matière organique qui est stable, donc qui est non biodégradable ou moins biodégradable, disons, pendant le temps de séjour dans nos réacteurs. Mais là, on peut aller le valoriser aussi, entre autres, comme bioengrais, comme je vais vous montrer en fait dans la présentation. Alors, le biogaz, comment est-ce qu'on peut le valoriser? Donc, on peut, d'une côté, par exemple, valoriser le biogaz comme source de chaleur. Ça pourrait remplacer l'énergie thermique, donc les combustibles fossiles, les huiles à chauffage. Donc, c'est par exemple utile quand on va voir la biométhanisation, par exemple, à la ferme. Donc, on peut ainsi chauffer des bâtiments, chauffer les engrais, alimenter une chaudière et aussi, par exemple, chauffer des serres, par exemple, pour produire des légumes aussi l'hiver. Donc, par exemple, les bouts d'une station de traitement des eaux usées, par exemple à la ville de Québec, ça pourrait produire 15 000 litres de propane par jour. Donc, on peut en faire donc ici des barbecues, par exemple, avec, ou les lisiers, ou donc les résidus d'à peu près 1500 porcs. Donc, ça pourrait produire 700 litres de propane par jour. Donc, c'est largement suffisant pour rendre une ferme autonome en chaleur, par exemple. Sinon, on peut aussi produire de l'électricité ou encore on peut aller purifier notre biogaz pour récupérer le méthane et donc en fait produire du gaz naturel renouvelable. Donc ça, c'est ce qu'on favorise par exemple ici à la ville de Québec. Donc on va produire du gaz naturel renouvelable et justement l'injecter dans le réseau d'énergie. Puis
donc, une station, par exemple, à la ville de Québec, pourrait produire de l'électricité ou du gaz pour à peu près 3600 ménages. Donc, l'électricité, en fait, c'est une option qui est plus favorisée, par exemple, en Europe, où on ne voit pas d'Hydro-Québec, donc où on cherche en fait une source d'électricité plus durable. Donc, ça pourrait être une option aussi là-bas. On peut donc en fait ainsi stimuler donc une bioéconomie régionale. Donc on peut donc produire notre propre électricité, produire notre propre gaz naturel pour justement devenir autonome. Et dans les régions éloignées, c'est d'ailleurs aussi intéressant pour devenir autonome en énergie en fait. Sinon, on peut aussi faire en fait la cogénération. Donc, en fait, c'est encore une fois quelque chose qu'on voit souvent en Europe ou encore dans les régions éloignées. Donc, par exemple, pour ici produire de l'électricité et de la chaleur en même temps. Donc, on va avoir une fraction d'électricité et une fraction de chaleur en utilisant en fait en transformant le biogaz par cogénération. Et finalement, une autre option, c'est de produire en fait un carburant. Donc, on dit comme règle de Pouce qu'un kilogramme de matière résiduelle pourrait fournir 1 kilomètre en voiture. Voilà. Donc ici, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, une voiture au biogaz et une pompe de ravitaillement. Donc, on le voit à gauche. Donc, c'est en Allemagne. Puis à droite, on voit un bus au biogaz en Suède. Donc, c'est entre autres quelque chose aussi qui a été regardé au Québec pour, par exemple, le transport public. Donc, on pourrait éventuellement utiliser le biogaz aussi pour ça. Euh, alors, les digestats qui en résultent, donc comment est-ce qu'on peut les valoriser? Donc, comme on voit ici, le digestat, en fait, c'est une soupe brune, qui est encore assez vivante quand elle sort du réacteur de biométhanisation. Puis, on peut aussi aller voir que c'est assez liquide encore. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, en fait, dans le passé, ça a causé beaucoup de défis, mais aussi du plaisir pour les ingénieurs. Donc, ici, entre autres, donc, moi, j'ai travaillé pas mal là-dessus pendant mon doctorat. Donc, on faisait des tests sur le terrain, si on peut le valoriser. Comme engrais, comme amendement de sol, puis on fait des comparaisons en fait avec des engrais qu'on utilise actuellement, comme par exemple des lisiers, des fumiers ou des engrais synthétiques. Alors, ces digestats-là, donc en fait, on peut aller les transformer en bioengrais concentrés. Donc, en fait, on peut réduire justement le volume. Donc, c'est un début donc, en fait, de cette transformation. On peut aussi justement réduire les odeurs. On va réduire la quantité de pathogènes, donc de tout produit, en fait, de tout contaminant qu'on pourrait encore y trouver. Donc, on peut aller appliquer en fait certains post-traitements pour justement les engrais qu'on veut. Donc, par exemple, ici en eau, donc on voit un certain terreau ou un genre de compost qu'on pourrait aller valoriser à partir de ce digestat-là. On peut aussi aller récupérer des cristaux, donc qu'on va aller vraiment retirer certains nutriments comme le phosphore et l'azote pour justement faire une précipitation de certains cristaux. On peut aller récupérer par exemple, des engrais plus liquides, par exemple des sulfates d'ammonium, donc si on veut aller récupérer l'azote, on peut donc, par exemple, aller récupérer des microalgues, donc on peut grandir en fait des algues sur nos digestats, qu'on peut par la suite aller récolter pour en faire, par exemple, de l'alimentation pour les animaux, on peut en faire aussi des engrais, mais aussi, par exemple, des biocarburants par la suite. Alors, il y a différentes choses qu'on peut aller faire. Donc, quelques exemples de technologies innovatrices, c'est entre autres, donc, sans trop entrer dans les détails ici, donc, c'est notamment donc, la production de sulfate d'ammonium, comme je disais. Donc, c'est un procédé qu'on applique notamment à la ville de Québec. Donc, on va aller utiliser la fraction liquide du digestat. Puis, en fait, on va ajouter un flux d'air pour libérer l'azote ammoniacal dans la phase gazeuse. Et dans une deuxième colonne, en fait, on va laisser réagir l'azote ammoniacal avec une solution, par exemple, d'acide sulfurique. Ça peut être un autre acide aussi pour produire ici, dans ce cas-là, des sulfates d'ammonium qu'on peut aller valoriser. Donc, les sulfates d'ammonium, c'est un engrais
qui est très souvent utilisé en fait dans le secteur agricole et qu'on pourrait donc aller utiliser soit donc dans le secteur agricole, mais ça pourrait être aussi un produit primaire en fait qu'on peut aller fournir à une autre industrie pour qui utilise des sulfates d'ammonium entre autres. Alors, une autre technologie donc, sur laquelle, dans notre équipe, on a travaillé beaucoup les dernières années, c'est par exemple une absorption de phosphate. Donc, on a en fait euh, produit une certaine résine qui permet justement de sélectivement aller récupérer les phosphates des eaux usées ou des digestats et on va donc sélectivement le coller en fait sur cette résine-là, le phosphore. Puis une fois que la colonne est saturée, on peut aller la régénérer. Donc on peut en fait, on va passer une solution à travers pour justement libérer le phosphate. Puis avec cette solution-là qu'on récupère, on peut aller produire en fait un engrais. Donc, c'est quelque chose de très pur qui va sortir riche en phosphate, en phosphore, qu'on peut aller valoriser par la suite. Et avec cette technologie, on regarde entre autres aussi de récupérer le phosphore comme justement élément qu'on peut aller insérer dans les électrodes de batteries de lithium-ion qui contiennent notamment du phosphore. Donc là, on va aller utiliser du phosphore en fait récupéré et recyclé de nos eaux usées ou de nos digestats. Alors, après ça, on a aussi, par exemple, la récupération de biodétergents. Donc, c'est un biodétergent qu'on a mis sur le marché, donc en collaboration avec une entreprise à Budapest. Donc, c'est une autre option. Donc, on peut aller regarder. Donc, si on veut un autre produit que les engrais, donc c'est une autre solution qu'on peut aller récupérer à partir des digestats. Donc, c'est juste pour vous montrer quelques exemples de types de produits en fait qu'on peut aller récupérer à partir en fait de nos matières résiduelles à la base. Alors, les bénéfices environnementaux, donc c'est clair que ça apporte des bénéfices environnementaux. Donc, on a la production de gaz naturel renouvelable, on a la valorisation des digestats, différents produits qu'on peut aller récupérer. On a la valorisation de nos matières résiduelles au lieu de l'enfouissement ou de l'incinération. Donc, on dit comme règle de plus que valoriser 100 tonnes de matières résiduelles, donc ça peut éviter à peu près les émissions de CO2 de 30 voitures pendant une année. Donc, par exemple, ici, dans l'usine à la ville de Québec, on traite à peu près 200 000 tonnes de matières résiduelles par année. Donc, ça vaut quand même la peine de le faire. Donc, comme j'ai dit, donc on va réduire les gaz à effet de serre. Donc, c'est l'objectif principal au Québec de cette politique. Donc, on va entre autres produire l'énergie verte. On va valoriser les déchets au lieu de les enfouir. On peut produire un carburant propre pour les véhicules, réduire aussi les transports. On peut réduire les émissions agricoles parce que les engrais qu'on va produire, en fait, souvent, ils ont une meilleure efficacité sur le champ. Donc, en fait, la disponibilité des nutriments va être plus élevée que, par exemple, si on utilise des lisiers, donc où on va avoir plus de pollution environnementale, donc de ruissellement vers nos eaux de surface, vers nos eaux souterraines. Euh, Puis, on peut aussi réduire l'utilisation des engrais synthétiques, en fait, qu'on va, comme j'ai dit au début de la présentation, qu'on va souvent importer présentement. Donc, c'est sûr que c'est un avantage aussi parce que ça va notamment réduire les transports associés à ces engrais chimiques et aussi la production, en fait, qui consomme évidemment de l'énergie aussi. Alors, d'autres bénéfices pour la communauté, donc nous, on a la prise en charge de notre matière résiduelle, aussi une hygiénisation. On va réduire les odeurs qu'il peut y avoir, par exemple, sur les sites d'enfouissement. On peut avoir une autonomie d'électricité et de chaleur, par exemple, dans le nord, donc ça devient très important. Puis, on va aussi, évidemment, créer d'emplois dans cette nouvelle économie circulaire. Donc, pour donner un exemple concret, donc le projet à la Ville de Québec, donc on va avoir une capacité de traitement d'à peu près 180 000 tonnes de déchets par année. Donc, c'est à peu près la moitié de matière, des déchets alimentaires, puis l'autre moitié, c'est les boues de stations d'épuration des eaux usées, pour avoir une production de biométhane d'à peu près 6,6 millions de mètres cubes par année. Donc, en fait, ce méthane-là, donc, qui est présentement, donc, il va être
transformé en fait en gaz naturel renouvelable et donc injecté dans le réseau d'énergie. Éventuellement, dans un futur loin, on pourrait peut-être penser aussi à utiliser le méthane pour le transport public. Puis, on a à peu près une production de 83 000 tonnes par année de digesta et aussi une production d'engrais azotés d'à peu près 5 000 tonnes par année, donc des sulfates d'ammonium qu'on peut par la suite aller valoriser. Donc, avec tout ça, donc, la ville prévoit une réduction de gaz à effet de serre d'à peu près 9 500 tonnes de CO2 équivalent par année, qui respecte donc son politique justement pour lutter contre les changements climatiques. Alors, si on y pense, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de potentiel au Québec. Donc, on a beaucoup de terrains agricoles, on a beaucoup de producteurs aussi, entre autres la production de tomates, la production de fromage. Donc, on a par exemple une mini-usine de biométhanisation qu'on voit déjà à la laiterie à Baie-Saint-Paul. Donc, on peut donc voir ça aussi au niveau industriel en fait. Et donc, tout ce qui est agroalimentaire donc, pourrait être aussi valorisé par ce type de technologie. Alors, on voit que c'est une technologie qui est quand même assez bien connue. On le voit quand même installé un peu partout dans le monde présentement, mais il y a encore quand même certains défis et certaines innovations reliées à ça. Les défis actuels, c'est plus par rapport à l'optimisation et la prise de décision. Notamment la composition des résidus. Donc, c'est variable dans le temps, mais c'est aussi variable dans l'espace. Donc, par exemple, nos résidus alimentaires ici à Québec, ça ne sera pas nécessairement la même chose qu'à Montréal. L'été et l'hiver, ça ne sera pas pareil parce qu'on mange plus de légumes l'été. Donc, il y a quand même un défi associé à ça, donc au niveau de la technologie. Euh, Aussi, si on va sélectionner nos technologies justement et nos choix opérationnels, donc comment est-ce qu'on va les choisir, est-ce qu'on va, donc à quelle température est-ce qu'on va fonctionner, puis des choses comme ça, comment est-ce qu'on va valoriser notre digesta. Aussi la localisation, donc si l'usine n'est pas encore existante, donc où est-ce qu'on va la placer, donc pour être proche justement, proche de la collecte des matières, mais aussi proche des terrains agricoles pour valoriser les produits finaux. Donc, justement, les produits, comment est-ce qu'on va les valoriser finalement? Donc, c'est un choix qu'il faut faire et comment est-ce qu'on peut optimiser tout aussi de façon économique et donc environnementale. Donc, en fait, on a besoin quand même d'une variété de technologies donc pour faire les bons choix qui s'adaptent à chaque situation, en fait, mais aussi d'outils d'aide à la décision pour justement sélectionner de façon optimale des filières complètes de valorisation. Donc, en fait, c'est parfois des choix qu'on doit faire qui dépassent un peu justement les capacités de nos cerveaux et on va donc aller produire des outils d'aide à la décision, donc en fait des outils informatisés qui vont nous aider à prendre des bonnes décisions. Donc, nous, justement, avec l'équipe, on a travaillé sur un certain outil d'aide à la décision pour valoriser les matières organiques résiduelles. Donc, c'est l'outil Optimo, donc, sur lequel on a travaillé avec l'entreprise Stratzer et l'entreprise Primodal au Québec. Donc, on va en fait ici voir toute la filière de traitement pour réduire en fait justement les gaz à effet de serre, l'impact social, les coûts, tout en respectant les réglementations. Donc, en fait, si on regarde le projet, donc on va se concentrer donc pas seulement sur le traitement de matières résiduelles, donc soit le compostage ou la biométhanisation, mais on va aussi regarder la collecte de matières résiduelles. Donc, comment est-ce qu'on peut optimiser la collecte, comment est-ce qu'on peut optimiser le transport des matières vers justement les usines de traitement, et par la suite, comment est-ce qu'on peut optimiser justement donc le transport vers en fait les terrains agricoles, donc vers les lieux où on va valoriser les produits finis. Donc, c'est sûr que ça prend différentes expertises. Donc, nous, on travaille en collaboration avec le département de géomatique pour tout ce qui est géographie qu'on va en fait inclure et coupler avec nos simulateurs de procédés.
Alors, un tel outil, donc, il permet justement des études d'optimisation. Donc, on veut évidemment maximiser les revenus, maximiser l'énergie qu'on va récupérer, maximiser aussi les engrais. Donc, pas seulement la quantité, mais aussi la qualité. Et en même temps, on veut minimiser les coûts, minimiser les gaz à effet de serre et minimiser les transports et les nuisances, par exemple, olfactives, puis tout ça. De l'autre côté, l'outil, il permet aussi des études spatio-temporelles, donc plus dans l'espace et dans le temps. Donc, on peut aller faire des prédictions. Donc, par exemple, si on est justement dans un point A, donc si notre usine est dans un point A ici, donc on peut aller voir est-ce que c'est plus intéressant de valoriser nos engrais dans le point B ou dans le point C. Donc, si on tient en compte tous les facteurs que je viens de mentionner tantôt, pas seulement le transport, mais aussi les nuisances. Donc, on ne veut pas passer à travers au milieu de la ville, par exemple, avec des camions remplis de digesta. Donc, en fait, c'est tous des choix qu'il faut faire. Donc, l'outil contient tout ça en compte. On peut aussi, si on a donc une nouvelle usine, donc on peut aller choisir le meilleur emplacement si on tient compte justement de la collecte et justement des terrains agricoles où on peut valoriser les sous-produits. Et on peut faire des comparaisons dans le temps. Donc, par exemple, on peut prédire, justement, faire des prédictions pour le futur, donc avec l'augmentation de la population, puis tout ça. Donc, on peut aller voir est-ce que donc, dans 5 ans, ce sera toujours le meilleur choix, puis qu'est-ce qu'il faut changer ou optimiser dans notre usine ou dans notre façon de valoriser les matières. Si la population va grandir, puis tout ça. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire avec cet outil-là. Puis présentement, donc, on a un prototype qu'on applique à certaines études de cas avec les usines de biométhanisation au Québec, justement. Euh, alors, message à retenir. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout peut se transformer, en fait. Donc, c'est ça l'important de cette conférence d'aujourd'hui, mais il n'y a aucune solution unique. Donc, chaque situation est en fait différente. Donc, ça dépend de la composition de la matière résiduelle, de la variabilité dans le temps, puis tout ça. Et le numérique est donc un incontournable pour justement optimiser les filières de valorisation. Alors, si vous êtes intéressé, donc, je donne aussi des conférences spécialisées. Donc, aujourd'hui, c'était très large. C'était vraiment destiné au grand public. Donc, une introduction à c'est quoi la biométhanisation. Mais on a des conférences plus spécialisées, notamment sur les eaux usées, donc un gisement à valoriser. Donc, là, on parle vraiment sur la transition des stations de traitement des eaux usées vers des stations de récupération des ressources en eau. Donc, les technologies associées. Donc, on va aller voir plus les technologies conventionnelles, mais aussi les technologies du futur, de l'avenir. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, vraiment plus en détail, on va parler des bioraffineries intégrées pour récupérer l'énergie, l'eau et les nutriments. Sinon, il y a une conférence valorisation des matières organiques résiduelles de la toilette à l'assiette, mais plus poussée, donc plus spécialisée, qu'on parle des défis actuels, notamment les micropolluants et de différentes technologies, des comparaisons, par exemple la pyrolyse, le compostage, euh, puis tout ça. Puis, sinon, il y a aussi une conférence sur les technologies pour la récupération des nutriments comme engrais à partir des eaux usées et des matières organiques résiduelles. Donc, ici, c'est vraiment plus une conférence ou un cours plus technique, justement, où on va vraiment dans les détails techniques des différents procédés pour récupérer les nutriments, aussi les coûts, puis tout ça associé. Alors, merci beaucoup pour votre présence, pour votre attention. Et si vous avez des questions, voilà, je pense il reste pas mal de temps là, pour notamment des questions de votre part aussi, là. Oui, on avait déjà une question dans le groupe. C'était plus, en Oui. fait, au départ de la conférence, il demandait, Luc Saint-Fort, concernant les contenants en bouteille, les contenants en verre, donc les bouteilles, les bocaux, où on voit partout dans les épiceries et les supermarchés, j'imagine, qu'ils peuvent être brisés lors de la manutention des bacs vers le centre de tri. Est-ce qu'ils peuvent être recyclés même s'ils sont brisés? Oui, c'est une bonne question au Québec présentement parce que les politiques, c'est un peu différent partout, là. Je sais plutôt, en fait, que si on a un contaminant, en fait, qui est présent, c'est sûr qu'un contaminant, donc on a un certain pourcentage qui est justement de contamination, en fait, qui est justement autorisé. Mais
Donc, si il y a plus de contamination que ça, donc on ne peut pas aller le recycler présentement. Sinon, les politiques, ça change vraiment de ville en ville, en fait, même au niveau de recyclage, là. Parfait. Puis il y a quelqu'un qui demande qu'en est-il des résidus chargés de métaux lourds? Résidus chargés de métaux. OK, je vois la question là. Attends. J'ouvre les questions parce que je ne l'avais pas vu. OK, des bacs faire des centres de tri. Euh, Ben, des résidus chargés de métaux lourds, donc là aussi au Québec, en fait, ça va vraiment dépendre. On a quand même, on a une politique de, de valorisation des fertilisants qui viennent de matières résiduelles notamment. Donc, entre autres, les métaux lourds, ils sont réglementés. Donc, si on voit qu'on a trop de métaux lourds dans nos digestats, par exemple, donc soit on peut aller les récupérer, mais en effet, ce ne sera pas donc, c'est réglementé. Donc, on ne pourrait pas les valoriser dans le secteur agricole s'il y a trop de métaux lourds. Donc, c'est sûr qu'au début de notre procédé, donc si par exemple, donc métaux lourds, ça vient plus des résidus industriels qu'on peut avoir. Si on en a euh, trop, donc il faut voir aussi, parce qu'on souvent on va faire une co-digestion, donc on va mélanger différents substances ensemble. Donc, par exemple, si on mélange les déchets alimentaires avec un résidu industriel dans une usine de biométhanisation. Donc, ça se peut que le résidu final, en fait, l'engrais qu'on va valoriser, il ne sera pas trop riche en métaux lourds. Donc, on peut aussi aller faire la codigestion de certains substrats pour justement équilibrer, mais donc, c'est réglementé. Donc, on s'assure que les métaux lourds, ils viennent pas, en fait, dans notre alimentation, disons. Super. Sinon, si on a vraiment des substrats qui sont très riches en métaux lourds, mettons, il y a d'autres types de technologies aussi. On peut faire aussi des pyrolyses. On peut aller vraiment faire une extraction de ces métaux-là pour les recycler par la suite. Super. Puis, j'aurais peut-être une question plus pour les participants. Je voulais savoir, est-ce que vous contribuez à l'économie circulaire au Québec et si oui, comment? Vous pouvez soit écrire votre réponse dans le chat ou ouvrir votre micro si vous désirez élaborer un peu plus. Puis, on a aussi Martine qui a écrit Merci, votre conférence est très encourageante. Hmm. Donc, pour ceux qui veulent répondre à la petite question, à savoir si vous contribuez à l'économie circulaire au Québec, je vous encourage à écrire vos réponses dans le chat ou même à ouvrir votre micro si vous désirez élaborer un peu plus. Si on n'a pas de gens qui souhaitent continuer la discussion ou si on n'a pas d'autres questions, ça mettrait fin à la conférence. Sinon, s'il y a des gens qui ont des questions par la suite, qui vous reviennent ou peu importe, ou si vous visionnez la conférence une fois qu'elle sera terminée, parce que je vous rappelle qu'elle va être disponible pour rediffusion sur le site de la Faculté de sciences et génie. Vous pourrez toujours écrire à Madame Vanek-Hott par courriel ou sur ses réseaux sociaux si jamais vous voulez en savoir un peu plus ou si vous avez des questions. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Puis, je vous rappelle que toutes nos conférences sont aussi disponibles pour les entreprises si jamais ça vous intéresse.